Bonjour à tous, dans cette vidéo de droit constitutionnel, nous allons nous intéresser à un acteur important puisqu'il s'agit du président de la République et à sa désignation. Pour rappel, la Ve République met en place un exécutif bicéphale composé d'un président de la République et d'un gouvernement. Le président n'est pas responsable devant le Parlement, au contraire du gouvernement qui doit recueillir la confiance du législatif. Intéressons-nous à l'élection du président. À l'instauration de la Ve République par la Constitution du 4 octobre 1958, le président de la République était désigné par un collège électoral. L'élection de celui-ci au suffrage universel direct ne sera mise en place que 4 ans plus tard, suite à une modification de la Constitution voulue par Charles de Gaulle, alors président de la République française. Qu'est-ce que cela change ? Auparavant, avant la Ve République, on avait connu l'élection du président par le Parlement. C'était donc un choix de modalité possible pour cette nouvelle République. Mais ce sera finalement l'option de l'élection par un collège électoral qui sera choisi en 1958. Ce collège électoral est composé de membres du Parlement, mais également de conseillers généraux, de représentants des territoires d'outre-mer et de représentants des conseils municipaux. C'était donc une élection au suffrage universel indirect qui était instaurée alors. Le collège représentant environ 80 000 électeurs, donc beaucoup plus d'électeurs que lors d'une désignation par les membres du Parlement. Pour rappel, avant la révision de la Constitution, votée par référendum en 2000 sous la présidence de Jacques Chirac, le président de la République était élu pour 7 ans, et non 5 ans comme actuellement. C'était le septennat, aujourd'hui c'est un quinquennat. De même, avant la révision constitutionnelle de 2008, à l'époque de la présidence de Nicolas Sarkozy, le président pouvait cumuler un nombre de mandats consécutifs illimité, puisque ce n'est qu'à partir de cette révision de 2008 que le nombre de mandats consécutifs a été limité à 2. C'est donc François Mitterrand qui disposera du temps de mandat consécutif le plus important, ayant réalisé 2 septennats. Le changement du système d'élection du président de la République ayant eu lieu avec la révision du 6 novembre 1962, l'élection par le collège électoral n'aura été réalisée qu'une seule fois sous la Ve République, le 21 décembre 1958, pour l'élection du premier président de la Ve République, Charles de Gaulle. L'élection au suffrage universel direct permet au président d'avoir une forte légitimité, puisque élu directement par le peuple. Quand procède-t-on à l'élection présidentielle ? En temps normal, un nouveau président est élu à la fin du mandat du précédent. Pour rappel, jusqu'en 2000, le mandat était de 7 ans, aujourd'hui il est de 5. Cependant, il est arrivé que des élections anticipées aient à être organisées. Ce fut le cas en 1969, suite à la démission de Charles de Gaulle après l'échec de son référendum, mais également en 1974 avec le décès de Georges Pompidou en cours de mandat. D'autres cas de figure peuvent être envisagés, tels que la destitution éventuelle du président de la République, qui n'est encore jamais arrivé, ou un empêchement définitif d'exercer les fonctions constatées par le Conseil constitutionnel. L'article 7 de la Constitution nous dit que l'élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Ces durées sont les mêmes dans les cas particuliers de fin de mandat, le point de départ étant après la déclaration de vacances. Quant aux conditions de candidature, l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 dispose que le candidat doit avoir obtenu 500 signatures d'élus nationaux ou locaux pour pouvoir se présenter. Ce seront des parlementaires, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des maires, des députés européens élus en France, etc. À cela s'ajoute une autre condition, je cite, « Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer. » Ce même article 3 nous indique que les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires revêtus de la signature de leur auteur et adressés au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale. Tout cela concernait l'accès au premier tour. Pour la suite de l'élection, il faut se référer à l'article 7 de la Constitution qui nous dit que
Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le 14e jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les 2 candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Tout ce qui touche au contentieux de l'élection sera traité par le Conseil constitutionnel. Un mot pour terminer de l'intérim de la présidence de la République. L'article 7 de la Constitution dispose que, en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ses fonctions, par le gouvernement. C'est donc le président du Sénat qui a dû gérer l'intérim dans les cas cités précédemment, en 69 donc à la démission de Charles de Gaulle et en 74 avec le décès de Georges Pompidou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.